Avec vraiment, je vais essayer vraiment de vous exposer les techniques d'extraction dentaire avec en particularité les techniques, les extractions un peu difficiles, on va dire. On va voir rapidement les indications, mais ça va être vite fait les indications parce que ça va reprendre ce qu'on a dit avant, donc je vais passer très vite. Les éventuelles contre-indications des extractions dentaires qui en fait sont peu nombreuses. Pareil, d'un point de vue technique, on va parler un petit peu du matériel, mais on a déjà évoqué, donc ça va être assez rapide. On verra les complications des extractions dentaires. Et puis, c'est pas vraiment en quatrième position parce que c'est tout au long de la présentation, il y aura des vidéos qui, j'espère, seront les plus parlantes. Donc les extractions dentaires, en vétérinaire, elles sont très souvent indiquées. Très souvent indiquées pour deux raisons, parce que généralement, déjà, on arrive trop tard pour pouvoir sauver une dent. Et puis, parce que les soins dentaires, si on veut les répéter, si on veut faire des soins conservateurs, généralement ça nécessite de multiplier des anesthésies et afin d'éviter multiples anesthésies, les propriétaires généralement choisissent l'extraction plutôt qu'un soin conservateur, encore que des fois des soins conservateurs sont possibles. C'est parfois, en fonction de son habitude, sa dextérité, sa formation à ça, difficile. C'est surtout chronophage, on peut passer du temps à extraire les dents, donc évidemment le temps c'est de l'argent, donc plus on est expérimenté, plus on utilise la bonne technique, moins de temps on y passera. Les problèmes sont toujours généralement dus à un équipement inapproprié, donc l'équipement a vraiment eu de l'importance. Des instruments qu'on ne sait pas bien ou comment bien les utiliser. Un manque d'habitude, donc ça, le manque d'habitude, à part en faire, s'entraîner sur des cadavres, à faire des extractions dentaires pour être plus à l'aise et avoir moins de difficultés, suivre des formations, c'est comme ça qu'on va prendre de l'habitude. Et il va y avoir certaines petites particularités anatomiques en fonction des espèces, en fonction des dents surtout, de la localisation des dents à connaître pour éviter certains écueils. Il y a différentes techniques qui sont possibles. Moi, je vous en présente certaines. Il peut y avoir quelques petites variantes en fonction de chacun. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut utiliser la technique avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Celle qui sera le moins traumatique, évidemment, pour l'animal. Et le plus à l'aise, la plus rapide aussi, pour être le plus à l'aise. Indication lors de maladies parodontales, je ne vais pas y revenir. Je passe très vite. On a vu ça juste avant. On a vu ça également, le tableau là pour décider lors de maladies parodontales si on doit extraire une dent ou pas. Autre type d'indication des extractions dentaires, toute atteinte dentaire amenant une exposition de la pulpe dentaire. Si vous avez exposition de la pulpe dentaire, vous avez forcément une infection à l'intérieur de la dent. Au niveau de la pulpe. Cette infection persiste à l'intérieur de la dent. La pulpe nécrose à l'intérieur de la dent parce qu'en fait, comme elle s'enflamme, elle ne peut pas se dilater, elle ne peut pas se tuméfier à l'intérieur de la dent vu qu'elle est enfermée. Donc on a en fait une rupture de la vascularisation de la pulpe à l'intérieur de la dent et donc une nécrose de la pulpe dentaire. Cette nécrose à l'intérieur de la dent aboutit à une infection endodontique à l'intérieur de la dent qui peut éventuellement aboutir à une lise, à une infection autour de la racine de la dent, de l'extrémité de la racine de la dent, ce qu'on appelle une lise apicale, et donc responsable d'un abcès dentaire. Autre type de destruction dentaire, ce qu'on appelle les lésions de résorption, très fréquentes chez le chat, qu'on peut trouver aussi chez le chien, en fait chez n'importe qui, chez l'homme aussi, mais très fréquentes chez le chat, ce type de lésions qu'on appelle encore anciennement, qu'on appelait les lésions du collet, qui sont des indications, une sorte de dégénérescence dentaire, si on peut dire, liées généralement à une inflammation chronique, qui sont des indications d'extraction. Les dents de lait persistantes, bien sûr, donc généralement au-dessus de l'âge de 6 mois, une dent de lait qui n'est pas tombée à 6 mois, c'est qu'elle ne tombera plus toute seule. En tout cas, si vous avez une dent de lait présente avec une dent adulte qui commence à sortir, que vous voyez clairement bien poindre sur un tiers, la moitié de sa hauteur, et que la dent de lait, quand vous la touchez avec votre doigt, ne bouge pas du tout, vous pouvez d'ores et déjà dire, cette dent de lait, elle doit être enlevée. Elle ne tombera pas toute seule.
Normalement, c'est une dent de lait, quand la dent adulte commence à sortir, vous avez vraiment une mobilité de la dent de lait qui se met en place au début de la sortie de la dent adulte. Donc si la dent adulte est déjà pas mal sortie, donc généralement je dis la moitié de sa hauteur, et que la dent de lait ne bouge pas d'un poil quand on y touche, c'est que vous pouvez l'enlever. Des dents entraînant une malocclusion, c'est-à-dire une dent qui se place mal. La dent de lait ici, c'est mal placé, a persisté, du coup on a cette dent-là qui est mal placée, et la dent en bas, vous voyez, qui se place mal, qui va venir heurter le palais. Normalement, cette dent-là, elle devrait passer entre celle-là et celle-là. Donc la canine du bas devrait passer entre la troisième incisive et la canine du haut. Et là, on a une dent trop vers l'avant, et donc on a cette dent qui sera toujours à l'intérieur. Donc là, dans un premier temps, c'est évident, il faut enlever la dent de lait. Éventuellement, il peut y avoir des traitements orthodontiques qui permettent de faire reculer cette dent-là, mais on part un peu sur du complexe. Sinon, cette dent-là nécessitera d'être enlevée parce qu'en fait, elle gêne la sortie de la dent du dessous. Ou des dents, c'est généralement lié à des malocclusions qui entraînent des lésions tissulaires. Ici, chez un persan, chat persan, vous avez donc un chat prognate, mandibulaire, avec une canine qui vient lui rentrer dans la lèvre. Là, j'ai soulevé la lèvre, mais en fait, elle vient se planter dedans. Eh ben, c'est pareil, c'est une indication d'extraction. On enlève la dent qui gêne. Les dents fracturées. On peut faire des traitements conservateurs de type traitement canalaire, coiffage pulpaire, quand il est possible, c'est-à-dire que quand on n'a pas trop d'infection dentaire qui s'est développée et quand on a la racine qui est intacte. Si la racine commence à être altérée du fait du choc ou du fait d'une infection, l'extraction devient nécessaire. Lors de fractures mandibulaires, de fractures de mâchoire, la présence d'une dent dans un trait de fracture va être une indication d'extraction, alors plus ou moins tout de suite. Des fois, on peut attendre la cicatrisation mandibulaire avant d'extraire la dent, ou des fois, on décide, ça va être vraiment au cas par cas, on décide d'extraire la dent pour favoriser, en tout cas pour ne pas gêner la cicatrisation de la mandibule. Ça part, en fait, c'est annexe à un autre traitement, généralement, mais c'est à considérer au moins en post-gestion de la fracture de la mâchoire. Pour éviter ce genre de catastrophe, par exemple, ça c'est un chien, petit Yorkshire, qui avait une fracture mandibulaire et pour lesquelles les dents n'avaient pas été considérées, la présence des dents n'avait pas été assez considérée. Et du coup, bien sûr, là on arrive un peu tard, mais on a eu une infection qui s'est développée le long des racines des dents qui était dans le foyer de fracture et avec une lyse osseuse importante. Et là, bien sûr, la réparation de cette fracture mandibulaire n'est plus du tout la même qu'au début où on avait encore de l'os. Là, ça devient vraiment le cas compliqué à gérer. Les contre-indications des extractions dentaires, elles sont en fait relativement rares. On va quand même en garder, on va dire, 2 ou 3. Assez rares, mais quand même, si ça arrive, prudence sur un patient qui présente des troubles de la coagulation. Il va falloir bien s'assurer que le chien qui a un problème hépatique ou autre, mais hépatique avec des troubles de la coagulation, il ne faut pas créer une catastrophe par une extraction dentaire. Donc il y a un problème médical, de gestion médicale avant ça, si vraiment l'extraction dentaire est nécessaire. Les dents, autre cas qui peut se présenter, les dents incluses dans un processus tumoral. Bien évidemment, là, le problème du chien, c'est plus le problème d'une dent, d'une extraction d'une dent, c'est le problème de sa tumeur plus ou moins méchante qui se situe là. Mais il peut se faire que ce chien qui nécessiterait une mandibulectomie rostrale, que les propriétaires, pour différentes raisons, ne souhaitent pas que le chien subisse la chirurgie et qu'ils laissent leur chien avec la tumeur et qu'on fasse un traitement plus palliatif d'accompagnement. Et il se retrouve des fois des situations où on a des dents un peu en vrac au milieu d'une tumeur, un peu complètement en désordre. Et je ne sais pour quelle idée, des fois, il pourrait nous venir à se dire bah, « tiens, cette dent-là, en vrac, elle ne sert à rien, je vais l'enlever ». Quand c'est comme ça, en plein milieu d'une tumeur, le chien, de toute façon, il est un peu condamné, il est de toute façon gêné par sa tumeur. Abstenez-vous de lui enlever la dent au milieu de la tumeur. 2 raisons. Vous allez traumatiser la tumeur. Et toute tumeur, plus on la traumatise, bah, plus elle va repousser de manière exubérante, potentiellement.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous en savez trop rien, tout ça qui est vascularisé de manière totalement anarchique maintenant. Et ben, en enlevant une dent, même si elle semble un temps si peu accrochée soit-elle, vous allez peut-être rompre une petite artériole, un petit quelque chose, et vous retrouver avec un saignement ingérable pour avoir fait un peu d'excès de zèle là. Donc voilà, la dent incluse dans un processus tumoral, c'est plus trop l'urgence, c'est plus trop le problème. Donc ça fait partie des contre-indications. Les compétences de l'opérateur, ne pas faire pire que mieux. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Si vous commencez, en fait, il n'y a rien de pire que de commencer à enlever une dent puis d'arrêter au milieu. Parce que vous aurez commencé à travailler la dent, il y avait une raison, si vous l'enlevez, c'est qu'il y avait une raison, si vous avez décidé de l'enlever, mais si à la fin vous la laissez, il y a toujours la raison, et en plus vous aurez traumatisé les tissus autour de la dent, donc il aura encore plus mal qu'avant, et voilà. Donc si vous ne le sentez pas, vous le référez, vous le faites faire par quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. Les radios, je n'y reviens pas, on en a parlé, c'est la même chose que tout à l'heure. Juste quelques petites illustrations pour vous montrer l'importance de la radio lors des extractions dentaires, pour bien objectiver les dents, visualiser les dents que l'on va extraire. Ici, c'est chez le chat, ce que je vous montre. Les chats, ils font très facilement, je vous l'ai dit, des résorptions dentaires. Donc ça, c'est une mandibule de chat avec la 3e prémolaire, la 4e prémolaire et la 1re molaire. Il a une résorption dentaire ici, et vous voyez, il y a un petit fragment de racine ici. J'ai mis celle-là exprès pour montrer ce petit fragment de racine. Quand vous enlevez ces dents, ou quand vous enlevez cette dent, en tout cas, il faut bien considérer que ce petit fragment, il faut qu'il soit enlevé. Et ça, très clairement, chez le chat, sans radio, vous ne le voyez pas. La même ici, enfin la même, pas la même, mais un chat également, pareil, vous avez de la résorption et vous avez un tout petit fragment de racine ici. Ici, vous avez de la résorption qui commence. Ici, vous avez de la résorption bien avancée. Ça, d'ores et déjà, cette dent-là, je sais d'avance, grâce à ma radio, que je vais la casser. De toute façon, c'est obligé. Et que donc, je vais aller chercher les fragments et que je vais peut-être aborder mon extraction un peu différemment de s'il n'y avait pas ces lésions de résorption. Une canine maxillaire ici. Pareil, toute résorbée, il y a un fragment de racine, il y a une tuméfaction. Cliniquement, il y a ce chat, il a une tuméfaction autour de l'emplacement du croc. Il y a une racine à aller chercher, mais elle est toute résorbée. Et on voit ici, il y a la forme de la racine, elle est toute bizarre. C'est pareil, ça, faudra aller le chercher. Donc, hyper important les radios pour cibler les extractions. Ici, ça c'est un chat. Radiographiquement, ses dents sont plutôt saines. On a une bonne attache osseuse, on a un ligament tout autour de la dent, une lamina dura bien visible. Je vous ai mis celle-là juste pour vous montrer des petites particularités anatomiques qu'on retrouve chez le chat, chez certains chats. C'est ça, là, vous voyez cette forme de racine un peu plus arrondie sur leur extrémité, là, sur leur apex. Ici, ça, typiquement. Ça, clairement, c'est très chiant à enlever. Vous allez la dent, vous allez la couper, on va voir ça après, on va la couper, on va la mobiliser, on va avoir l'impression qu'elle bouge, mais en fait notre dent elle reste accrochée à cause de ça. Ça fait un effet un peu bouchon de champagne si vous voulez. Et ça c'est à considérer, ça veut dire qu'il faudra aller travailler ici, là, jusqu'à cette zone-là pour écarter un petit peu ici pour pouvoir bien sortir la racine. Et donc ça c'est la radio aussi qui nous le dit. La même chose, un autre exemple chez le chien. Là, ces deux chiens, globalement, vous voyez, ils sont pareils, ils ont les mêmes mandibules à peu près de même taille, les dents de même forme, enfin, non, justement pas de même forme, mais on est sur la carnassière mandibulaire, donc la 1re molaire ici, 2e molaire ici, 4e prémolaire ici, 4e prémolaire ici, 1re molaire ici, avec une maladie parodontale épouvantable, avec une lise osseuse épouvantable, ça c'est une dent qui bouge, et clairement on voit ça c'est une dent, il faut faire attention, la mâchoire est fragilisée, mais clairement ça c'est une dent qui ne va pas être du tout difficile à enlever. Donc ça, en gros, c'est un petit York de 4 kg. Ça aussi, c'est un petit York de 4 kg. Et il y en a un, la dent, franchement, elle va venir toute seule. On va voir après, on va la couper en deux et racine par racine, elle va venir toute seule, voire même sans la couper en deux, elle va venir toute seule. Et celle-là, on a ça là. Cliniquement, ils sont exactement pareils, mais sauf que là, on a une dent, elle est comme ça chez lui, en forme de crochet ici, et puis qui est encore accrochée au bout, et là, elle va tenir, et puis c'est ça qui va péter, et c'est ça qui va être vraiment embêtant à aller enlever après. Donc la radio nous permet d'appréhender les choses. Les techniques d'extraction, le principe, c'est une seule racine à la fois. Donc si c'est une dent à une racine, c'est direct une dent, on l'enlève. Si c'est une dent à plusieurs racines, 2 ou 3 racines, on la coupe en 2 ou en 3 pour enlever racine par racine. Et on va
intervenir en deux temps, faire ce qu'on appelle une syndesmotomie. Ça veut dire que là, vous avez votre dent accrochée dans l'os, d'accord, avec la gencive ici. Et donc la syndesmotomie, ça correspond à aller rompre les attaches ici, pour commencer à accéder au ligament qui tient la dent dans l'os. Vous me suivez? Et on va rompre cette petite attache ici pour pouvoir accéder et mobiliser, luxer la dent dans son alvéole. Et ensuite, ça, cette première étape dont je vous ai parlé, c'est l'extraction simple. Excusez-moi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les extractions simples. On rompt cette attache épithéliale pour avoir accès à ça et mobiliser la dent dans son alvéole. Et si besoin, on peut, dans certains cas, souvent chez le chien et chez le chat, passer à l'extraction chirurgicale et faire ce qu'on appelle un temps muqueux, où on va élever un lambeau, élever la muqueuse pour accéder à l'os, et un temps osseux où on va fraiser, éliminer l'os autour de la racine sur un côté de la dent pour pouvoir mobiliser la dent plus facilement. On en a parlé tout à l'heure, donc je passe très vite. De l'instrumentation manuelle, il va nous falloir du matériel stérile, un porte-aiguille, une pince, des ciseaux et du fil, on en a déjà parlé tout à l'heure. Généralement 4 tailles de luxateur qui s'aiguisent pour être bien affûtés, pour pouvoir bien rompre les fibres du ligament parodontal qui se situe entre la dent et l'os. Un syndesmotome qui va pouvoir, on va le voir en vidéo après, permettre de vraiment bien écarter la gencive, bien rompre cette attache de la gencive à la dent et à l'os, et éventuellement, quand besoin, d'un plus grand lambeau, d'un décolleur qui va nous permettre vraiment de décoller la muqueuse du périoste sous-jacent, et des luxateurs, un davier de taille adaptée. L'instrumentation, on en a parlé tout à l'heure, mais je reprends quand même, je reviens dessus. Si vous êtes parti avec un micromoteur électrique, il vous faut obligatoirement un contre-angle rouge qui va multiplier la vitesse de rotation de la fraise. Si vous tournez moins vite que 150 à 200 000 tours minute, c'est-à-dire que si vous tournez avec un contre-angle bleu à la vitesse du moteur, à 40 000 tours minute, vous n'irez pas assez vite pour couper une dent, pour fraiser l'os. Vous allez devoir appuyer très fort, ça va chauffer, ça ne va pas être efficace. Ça va chauffer, ça va être délétère pour le chien et ça va être délétère pour le matériel. Donc, contre-angle rouge qui permet de multiplier la vitesse ou instrumentation à air comprimé avec une turbine qui tourne très vite, avec une utilisation manuelle un petit peu différente, un toucher un peu différent, mais qui va très bien fonctionner aussi. Les fraises, on en a parlé, des fraises boules pour fraiser l'os autour des racines, et ensuite des fraises qu'on appelle des fraises fissures, donc qui ont des lames là, pour fraiser, pour couper les dents. Un petit détail que j'ai oublié de dire tout à l'heure, quand vous utilisez un micromoteur électrique, vous avez un bouton ici ou un bouton ici qui vous permet de changer le sens de rotation de votre moteur. C'est-à-dire que là, il est clippé vers le haut et on tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. Si on le mettait, la fraise tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on le clippait dans l'autre sens, on tournerait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça, c'est important à savoir parce que votre fraise que vous allez utiliser qui coupe, elle a plein de petites lames qui tournent, tuc, 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 et qui coupent, qui coupent, qui coupent. Et si vous tournez dans le mauvais sens, vos lames ne viennent pas couper la dent, elles viennent dans le mauvais sens. Alors si vous appuyez comme un malade, vous allez finir par couper, mais encore une fois, vous n'allez pas être efficace. Et ça, de manière standard, c'est uniforme, il faut toujours tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc il faut toujours que votre petit bouton là, votre petit bouton il soit dans le sens des aiguilles d'une montre. Parce que des fois, en nettoyant, en passant un coup de lingette là-dessus, clic, 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 les boutons, ils ont été tous bougés. Et puis le patient suivant, on ne comprend pas, ça ne coupe pas, ça ne va pas, vérifiez que vous êtes bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Et des fois, c'est plus sournois parce que le bouton, là, il est là en dessous. Et vraiment, c'est le bouton, on n'y touche jamais. Et on n'y touche jamais. Et comme des couillons, on l'a mis sur le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pourquoi on a un sens inverse des aiguilles? Parce qu'en fait, on utilise toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, vous allez me dire, mais pourquoi on a un sens inverse? Parce que ça ne sert à rien, en fait.
En fait, c'est tout bêtement, dans certains cas, soit dans le cas d'une extraction, mais des fois quand on utilise pour faire des traitements dentaires où on doit tourner tout doucement avec des petits forets, c'est si jamais on coince, exactement comme votre perceuse, vous avez en orthopédie ou pour percer dans le mur, vous avez un sens inverse, vous êtes coincé dans le mur, avec votre mèche, pour ressortir du mur, vous vous mettez en sens inverse. Donc le sens inverse, il sert à ça, en quelque sorte. Mais c'est à savoir. Pour les turbines, vous n'avez pas ce problème. Il n'y a pas de bouton sens inverse. Elle tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est avec de l'air comprimé. L'air comprimé, il passe dedans, il fait tourner le moteur. Vous ne pouvez pas faire passer l'air comprimé en sens inverse. D'accord ? Et là, vous n'avez pas de problème. Vous allez être coincé à l'intérieur parce que si vous appuyez trop fort, elle s'arrête. Ce que j'expliquais tout à l'heure. Comme ça n'a pas de couple, si vous appuyez trop fort sur la dent, pouf, votre fraise, vous le verrez tout à l'heure, votre fraise, elle va en démonstration, votre fraise, elle va s'arrêter. Donc vous n'avez pas de sens inverse. Donc nos techniques, extraction simple. Donc généralement pour les dents à une seule racine, incisive, première prémolaire, les canines déciduales, troisième molaire mandibulaire chez le chien. On vient sectionner, donc soit directement avec le luxateur, sinon avec une petite lame de bistouri, on vient sectionner l'attache épithéliale. Là presque ma lame, mon dessin il est mal fait. Il faudrait presque que la lame elle vienne là en fait. D'accord ? Pour s'aborder ici cet espace-là, et ensuite on va venir avec nos luxateurs, et c'est ça la subtilité, la difficulté, c'est de vraiment passer notre luxateur entre l'os et la dent. Il faut réussir à trouver ce petit passage entre l'os et la dent. Et c'est là que c'est pas facile, c'est là que ça dérape, c'est là qu'on glisse le long de l'os au lieu de glisser entre l'os et la dent. En gros, souvent on glisse là, au lieu de glisser là. C'est-à-dire que là, il y a la muqueuse et puis on déchire tout là. Donc il faut réussir à trouver ce petit passage. Et pour trouver ce petit passage, il faut que l'instrument il soit bien aiguisé, forcément. Alors s'il est bien aiguisé, il est plus dangereux aussi, mais il faut qu'il soit bien aiguisé. Une fois qu'on passe là, on passe donc entre l'os et la dent, on vient donc forcément couper des fibres, et on pousse ce qu'on appelle la poussée apicale, on pousse vers l'apex de la dent, vers la racine de la dent, on pousse, et on tient notre poussée, et on fait un petit mouvement de quart de tour, comme ça. Et ça va nous permettre, donc c'est les flèches rouges, ça va nous permettre d'écarter l'os, un petit peu, bien sûr, pas beaucoup, mais un petit peu, et d'écarter la dent dans ce sens-là. Et même de la pousser un peu vers le haut. Donc on va jouer dans l'extraction. Et en faisant ça, on va d'un côté forcément écraser les fibres de ligament, et de l'autre côté étirer les fibres de ligament. Et ça, si on le fait sur tout le pourtour de la dent, en théorie, on va écarter, appuyer, rompre toutes ces fibres petit à petit avant de les enlever. On continue jusqu'à expulsion de la dent où on utilise un davier. Donc, quand la dent vous paraît suffisamment mobile, ça veut dire qu'il ne reste plus beaucoup de fibres qui l'accrochent. On vient attraper la dent avec le davier, on tire dessus et on fait un petit mouvement de rotation pour finir de rompre les fibres. D'accord ? On tire la dent tout doucement, on tire et on exerce une force continue et on fait un petit mouvement de rotation. Et là où c'est très important, c'est de d'exercer des forces vraiment continues, régulières, lentes, pour laisser le temps aux fibres de se rompre. Si vous allez trop vite dans vos mouvements de luxateur, si vous faites donc vous passez le long de la dent et vous écartez pour que la dent bouge un petit peu. Si vous faites ça, on fait toujours ça, on est toujours un peu à faire ça, en fait vous allez faire bouger un petit peu votre dent, mais vous allez jouer sur l'élasticité du ligament. C'est-à-dire que le ligament, son rôle, c'est d'être élastique, c'est de supporter justement les chocs, si on peut dire, en mangeant, en mastiquant. Et donc, si vous sollicitez rapidement la dent, le ligament qui est un élastique, il va faire son rôle d'élastique. En revanche, si vous faites vos mouvements lentement et amplement, et en gardant le mouvement lentement, vous allez étirer votre élastique et le tenir longtemps. Vous comptez dans votre tête pendant 10 secondes, comme ça, pendant que vous faites bouger votre dent. Vous comptez 10 secondes, et pendant les 10 secondes, c'est comme si on tirait sur l'élastique pendant 10 secondes, et là, l'élastique va se distendre. Si vous faites ça, l'élastique, il reste comme avant. Si vous faites ça, et que vous attendez, votre élastique, il va se détendre, voire se rompre. Alors que pourtant, on le tire autant, mais il faut tenir le temps. Et pareil avec votre davier, quand vous tirez, il ne faut pas tirer sur la dent et tourner, il faut tirer lentement, tourner et tenir. Tenir, 10 secondes. On relâche. On reprend, on tourne dans l'autre sens, 10 secondes. Et là, vous allez vraiment rompre vos fibres petit à petit. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment le coup de main
pour réussir à les enlever plus facilement, c'est ça. Pour les dents à plusieurs racines, pareil, on écarte la gencive, on décolle la gencive pour exposer la furcation, et puis ensuite on vient couper la dent en partant de la furcation et en remontant vers le haut pour avoir des fragments, au final des dents à une seule racine, et revenir à la situation d'avant. Une fois que la dent a été enlevée, il ne faut pas oublier de cureter l'alvéole, éliminer toutes les petites arêtes osseuses, et quand on a écarté la gencive, alors si on a fait un lambeau, on y vient après, bien sûr on va suturer, et si on a sur une extraction, on va dire simple, que la gencive est quand même écartée et que vous avez un trou un peu béant, on met 1 ou 2 points de suture pour rapprocher la gencive. Ce n'est pas toujours obligé de suturer. Si vous avez un tout petit trou de rien qui se referme tout seul, eh bien, ce n'est pas la peine de suturer, mais sinon, il faut rapprocher la gencive. Les extractions chirurgicales, là, on va passer par une étape lambeau, où on va écarter vraiment la muqueuse de l'os, la gencive plus la muqueuse sous-jacente de l'os, pour accéder à l'os, fraiser l'os, pour en quelque sorte, de matière iatrogène, déchausser la dent, et ensuite extraire les racines. Un exemple en vidéo d'extraction chirurgicale avec un lambeau qu'on appelle en enveloppe. Donc pour cette dent-là, pour la 4e prémolaire, vous voyez une incision à la lame de la dent adjacente à la dent adjacente. Donc là, je coupe mon attache épithéliale en étant vraiment au contact de la dent. Ensuite, je prends mon syndesmotum que je vous avais montré en photo tout à l'heure, sorte de petit crochet là, comme ça je passe, vous voyez, et je viens passer dans la gencive, il faut vraiment aller jusqu'à la muqueuse, hein. Ça c'est la gencive, et il faut aller jusqu'à la muqueuse, hein, pour vraiment bien écarter. Vous voyez là, on passe sous la gencive. Enfin, quand je dis sous la gencive, pour accéder vraiment à cette partie muqueuse, et pas que la gencive. Vous voyez, comme ça j'ai accès à mon os alvéolaire. Ensuite, instrumentation rotative avec irrigation. Alors, on pourrait le faire, je préconise plutôt de le faire au début, en tout cas à la fraise boule. Là, ce n'est pas une fraise boule, honte à moi. On vient fraiser l'os pour dégager, généralement sur au moins 1/3 de la hauteur, le premier tiers de la hauteur de la racine. Et ensuite, on part de la furcation, on remonte, pour couper la dent en deux. Et là, on va, avec les luxateurs, mobiliser notre dent. Alors ça, c'était la racine malade, donc c'est la plus facile. On passe le long entre la dent et l'os, et on fait des petits mouvements de quart de tour. Donc celle-là, facile, elle a été déchaussée, donc on l'enlève facilement. On vient la saisir avec le davier. Désolé, il y a de l'ombre. Et on vient l'extraire entièrement. Deuxième racine, un petit peu plus difficile, parce qu'elle a été moins malade. Donc, il va falloir la mobiliser. Vous voyez, on essaie de passer, on se ferait le passage, donc avec un instrument quand même affûté, on se fait un passage entre la racine et l'os, et on fait des petits mouvements de rotation. Vous voyez mon doigt, quand j'exerce un peu plus de force, généralement je mets mon doigt, là, mon index, qui fait un peu garde-fou sur mon instrument, parce que je sais que je force et que j'ai un risque de dérapage, peut-être, parce que je force si ça glisse, et mon doigt retiendra mon instrument pour ne pas aller me le planter dans l'autre doigt ou le planter dans l'œil ou je ne sais quoi. Et on mobilise petit à petit, sur toutes les faces de la dent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un lambeau en enveloppe, c'est-à-dire qu'on fait juste une enveloppe, si on peut dire, une enveloppe autour de la dent. Et après, on va avoir des lambeaux qu'on appelle triangulaires ou trapézoïdaux, où en fait, on va avoir des incisions de décharge de part et d'autre, pour encore plus avoir accès à l'os et enlever des racines plus grosses. Voilà. Là, ensuite, là, c'est pour vous montrer des petites curettes pour aller vraiment bien gratter l'intérieur de l'alvéole, surtout celle-là qui était l'alvéole malade. On avait une dent déchaussée avec de la maladie parodontale le long de cette racine-là.
Donc en fait, on vient gratter les tissus de granulation, le tartre, les débris qui ont pu se mettre. On vient éliminer les petits bouts d'os. Là, il y a un petit bout d'os qui s'est cassé, on enlève le petit bout d'os. S'il y a besoin, on vient, là je crois que ce n'est pas le cas dans la vidéo, on peut revenir fraiser si c'est trop piquant. Et ensuite, on vient suturer. Donc monofilament, point simple ou point en X. Pour gagner un peu de temps, on peut faire des points en X. Pour refermer le site. Voilà, je vais vous le passer pour pas qu'on perde de temps. C'est juste des points de suture. Deuxième technique d'extraction chirurgicale, le lambeau triangulaire muco-gingival. Donc le lambeau triangulaire que vous voyez ici dessiné en jaune. Classiquement, on l'utilise pour les canines. On va faire une incision qu'on appelle une incision horizontale ici, pareil, donc le long de la dent adjacente à la dent adjacente, et puis une incision verticale. Et c'est cette partie-là qu'on va récliner, qui est triangulaire du coup. Et le lambeau, il va être récliné caudalement, vers l'arrière là. L'intérêt du lambeau triangulaire, par rapport à celui qu'on va voir après, qui est le lambeau trapézoïdal, où on fait une autre incision ici, c'est que la vascularisation, elle vient comme ça, ici derrière. Donc, on va dire en s'évitant la deuxième incision, là, on a une meilleure vascularisation, on préserve une meilleure vascularisation de notre lambeau. Donc, l'incision comme cela. Ensuite, on va venir utiliser un élévateur de périoste pour vraiment décoller cette gencive de l'os et décoller donc la gencive, qui est généralement très adhérente à l'os, et décoller cette muqueuse ici, qu'on appelle la muqueuse alvéolaire, qui est en dessous de la gencive, également de l'os, pour avoir un accès relativement large à l'os alvéolaire le long de la racine de l'os. Ensuite, on vient ouvrir l'alvéole latéralement avec une fraise-boule. Bien penser, quand on fraise dans cette zone-là, à bien protéger le lambeau, parce que quand ça fraise là, que ça turbine vite là-dedans, c'est pas le moment d'enrouler le lambeau. Et là, c'est un peu la cata pour refermer derrière. Et on vient fraiser de l'os pour se dégager la racine et avoir un meilleur accès sur cette grosse dent, puisque c'est une canine. Ensuite, on la mobilise, comme tout à l'heure. On travaille sur tout le pourtour de la dent. Attention aux mouvements de bascule médio-latéraux, c'est-à-dire que votre dent là que vous avez présente ici, là c'est une dent du bas, mais ce serait pareil sur une dent du haut. Vous allez la mobiliser, elle est dans sa mâchoire, il ne faut pas trop la basculer, il ne faut pas trop faire des mouvements comme ça, parce que c'est là-dessus qu'on risque des fractures de mâchoire ou des pénétrations dans le nez quand on est en haut. C'est une dent très longue avec une grande racine, donc si vous la faites basculer brutalement, elle va basculer comme ça, et en haut, vous avez le nez, je ne sais pas si vous me suivez, mais vous avez le nez, ou sinon, si on est sur la mandibule, en bas, vous n'avez plus beaucoup d'épaisseur d'os, et vous pouvez éventuellement casser la mâchoire, on le verra mieux sur des radios après. Donc on mobilise cette dent gentiment, une fois qu'elle est mobilisée, qu'on a pu l'enlever avec cette grosse racine, on va pouvoir venir travailler dans le lambeau. Notre lambeau, là, il est relativement épais, solide, parce qu'en fait, on a décollé le lambeau, en décollant le lambeau tout à l'heure, ici, en décollant le lambeau, on a décollé une épaisseur de périoste avec. La muqueuse, elle est accrochée à l'os par le périoste, donc on a décollé une épaisseur de périoste. Et en fait, on va venir faire des incisions, soit au ciseau, soit carrément à la lame de bistouri, dans le lambeau, dans le périoste, pour pouvoir étendre un peu notre lambeau et gagner de la souplesse sur le lambeau pour pouvoir ensuite, là ça a été suturé, pour pouvoir refermer notre lambeau sans tension et refermer le gros trou forcément qu'on a laissé en enlevant cette canine. En vidéo, sur une canine maxillaire, ça donne ça, donc une incision verticale. Une incision qu'on appelle horizontale, de la dent adjacente à notre incision verticale ici, quasiment sur la dent adjacente également. Ça saigne toujours, forcément. De toute façon, tant qu'on n'aura pas décollé le lambeau, ça va saigner. Une fois que vous verrez, une fois que vous aurez décollé votre lambeau, ça saignera beaucoup moins. Tant que vous ne l'aurez pas décollé, ça va saigner. Donc on décolle
Donc, vous voyez, c'est difficile de décrocher cette gencive très attachée. D'ailleurs, on l'appelle, c'est son nom, histologiquement parlant, anatomiquement parlant, la gencive attachée. Pour vraiment la décoller, on utilise ces luxateurs là, ces décolleurs, pardon, qui ont donc un peu une forme de petite cuillère là, et on vient vraiment le mettre contre l'os. Il y a la muqueuse, on passe sous la muqueuse, il y a l'os en dessous, on vient contre l'os, on appuie, on tourne. C'est comme ça qu'on les utilise. On appuie, on tourne, on appuie, on tourne, on appuie, on tourne, on appuie, on tourne, et comme ça on arrive à décoller notre lambeau. On a décollé le lambeau, désolé, il y a de la lumière, ça fait un peu chalumeau. Fraise boule. Ça, c'est la lumière hein, qui fait cet effet-là, mais vous allez voir quand la lumière va s'éteindre. Vous venez fraiser l'os alvéolaire pour vraiment dégager de la racine. Donc vous allez voir petit à petit apparaître la racine. Vous voyez la racine qui est apparue là. On fait bien le tour de la racine, par ici, voilà, par ici aussi, pour vraiment bien voir chaque face de la racine. Ça va s'éteindre. Là, vous voyez, voir chaque face de la racine, ici et ici. Et vous voyez tout de suite, on a décollé le lambeau, ça saigne quand même. Ça saigne forcément, il est vivant, mais ça saigne beaucoup moins. Ensuite, on prend nos luxateurs, donc de bonne taille, sur un chien de bonne taille, et on vient le long de la racine ici, vraiment faire nos mouvements, là, nos petits quarts de rotation, et puis forcément le long du palais pour faire nos petits quarts de rotation. Attention, là, forcément, on exerce pas mal de force, c'est un chien de bonne taille, avec une canine de bonne taille. Des fois, quand on fait ça, de ne pas trop appuyer sur cette dent-là, ici, la troisième incisive. Des fois, on s'appuie dessus, puis clac, on casse la troisième incisive, enfin, c'est pas bien. Donc vous voyez, là, toujours ce mouvement, là, vous voyez, je m'appuie un peu sur l'incisive, il faut faire attention, hop, je suis revenu. Et là, elle commence. On la voit, elle commence un petit peu à bouger. Les fibres qui lui restent là, qui sont surtout du côté palatin, du coup, sont en train de se rompre. Et hop, on écarte, et vous voyez, on tient l'écartement. Donc toujours l'autre main en contre-appui, c'est le genre de truc, il ne faut pas vous faire tenir la tête par quelqu'un d'autre hein, pendant que vous êtes en train de faire ça. Il faut que vous ayez votre main là, en contre-appui, c'est ça qui vous permet de sentir votre force, qui vous évite de déraper. Il ne faut pas commencer à dire à l'ASV, tiens-moi la tête, la bouche ouverte, pendant que moi je fais ça. Non, il faut être avec les deux mains pour bien sentir ce qu'on fait. Et là, vous voyez, j'écarte, je tiens mon écartement, je tiens pour laisser le temps aux fibres de se rompre. Là, ça va être bon maintenant, je pense, parce que là, comme je la vois bouger, ça doit être bon. Et on va pouvoir tirer dessus avec le davier. Je tire, je tourne. Vous voyez, je tire et je tourne, dans un sens puis dans l'autre. Et voilà, elle s'est décrochée. Donc forcément, c'est des bons morceaux. Hein, ça, ensuite, ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc on a notre lambeau, et il est un peu court pour venir fermer le trou. Donc on vient dans l'épaisseur du lambeau avec des ciseaux. Vous voyez, je viens écarter dans l'épaisseur du lambeau. Il y a ce qu'on appelle le périoste, pour vraiment écarter là, pour gagner en élasticité sur le lambeau. Et c'est ça qui permet de... Quand on fait par exemple une maxillectomie, on a enlevé un gros morceau de mâchoire, il ne nous reste plus beaucoup de muqueuse pour refermer le gros trou qu'on a fait avec la maxillectomie. C'est exactement le même principe, mais on vient disséquer beaucoup plus pour pouvoir tirer la muqueuse. Et là, des fois, avec les grosses canines, on a des gros trous à fermer, c'est pareil. Ensuite, on vient suturer. Commencez toujours par suturer le coin. Comme c'est un triangle, vous commencez par le coin pour que votre coin soit placé au bon endroit. Parce que si vous commencez d'un autre côté, vous faites plusieurs points de suture et puis arrivé au bout de votre suture, le coin ne se met pas au bon endroit. Donc vous mettez d'abord votre coin, bien à l'endroit où il doit être, puis après vous faites, du coup comme ça fait un L en quelque sorte, vous suturez une barre du L et puis une deuxième barre du L. Des points simples toujours sur les extractions dentaires, ou en X, mais en tout cas pas des surjets, ne faites pas de surjets. Parce que clairement, c'est des zones tout le temps sollicitées en mangeant, par la langue et tout ça. Et si vous fait sauter un point, si vous en faites plein, c'est pas grave. Si vous fait sauter le surjet, c'est tout ouvert, quoi. Donc après, il y a un peu de suture. Presque au final, c'est la suture qui est le plus long. Hein. En faisant, comme on fait des points simples, c'est toujours un peu long.
Donc bah là, on le voit, j'ai soit il y a quelqu'un qui vous aide, soit vous avez des petites pinces comme ça, atromatiques, vous voyez, avec lesquelles j'accroche la babine. Ça permet, par le poids, de tirer la babine, en fait, et d'être moins gêné par cette babine là qui vient toujours se remettre par-dessus. Donc ça, vous trouvez ça en centrale, hein, ou peut-être que Bruno, là, société ECDV en vend, je ne sais pas. C'est une petite pince, comme une pince d'Alice un peu, hein, en chirurgie. C'est une petite pince qui vient attraper de manière atraumatique les tissus et qui permet de tirer la babine. Et ce qui est important, c'est que ce soit fermé sans tension. Parce que si le chien il lève les babines, vous voyez là, je fais exprès, après, je tire bien dessus. Ouais, quand je bouge ma babine, comme j'ai bien décollé mon lambeau, ça ne tire pas sur ma suture en fait. Hein. Et enfin, le lambeau mucogingival trapézoïdal. Donc c'est la même chose, même principe, mais cette fois-ci, on a 2 incisions verticales. Et généralement, c'est pour les carnassières, mandibulaires ou maxillaires qu'on l'utilise, ou imaginons si on avait ces 2 dents-là à enlever, ben, on pourrait prolonger le lambeau et puis faire un lambeau comme ça, trapézoïdal. Donc le principe est le même, on vient faire nos incisions, on vient décoller. Là, on a une dent cassée, vous voyez ici, avec une exposition de la pulpe. Et quand on décolle, là, vous voyez l'os, on voit l'abcès, l'infection qui a percé l'os. Là, hein, on a le bout de la racine est là, ça a percé l'os. C'est pour ça qu'il est là. Juste donc dans le cas des carnassières, faites attention à l'abouchement du sténon. Donc le sténon, c'est l'arrivée de la glande parotide, glande salivaire parotide. Alors là, on ne le voit pas sur l'écran. En fait, vous avez une petite papille en regard qui doit être là quelque part, qui quand vous repliez votre muqueuse, qui arrive en regard de la dent. Donc comme on fait une incision comme ça, comme ça, comme ça, il faut juste faire attention de ne pas aller lui inciser la papille de sténon. Généralement, aller loin. Hein. Et puis derrière, on a d'autres petites papilles zygomatiques, ici et ici. On voit, généralement, aller loin, mais il faut quand même y faire attention. Et attention aux faisceaux infraorbitaires que vous avez ici en schéma. Donc au-dessus de la 3e prémolaire, vous avez le faisceau, vous avez le foramen infraorbitaire où sort artère, nerf et veine infraorbitaire. Donc ici quelque part, c'est pareil, il faut remonter haut, hein, mais attention quand même à ça. Notamment attention des fois sur les brachycéphales ou ces chiens un peu mal fichus, où l'anatomie change un petit peu, tout est un peu plus tassé. Quand vous faites vos incisions pour votre lambeau, attention à ça. Et donc on vient décoller ce lambeau trapézoïdal pour avoir toujours pareil accès à l'os alvéolaire, fraiser l'os alvéolaire, sectionner la dent, donc cette fois-ci il faudra la sectionner en 3, puisqu'elle a 3 racines, une racine là et une racine vers le palais. Généralement, moi je commence par mobiliser la grosse racine de derrière, là, qu'on enlève. Vous voyez, même entre les deux, là, ça a été refraisé. Et ensuite, on resectionne nos 2 racines de devant, et puis on les enlève une par une. On vient fraiser les petites arêtes osseuses, et ensuite disséquer notre lambeau pour le suturer sans tension. En vidéo, donc on part de la dent adjacente, toujours pareil, une incision verticale. La dent adjacente, une incision verticale et une incision horizontale. Notre décolleur de périoste, notre élévateur de périoste ou décolleur de Molt. Donc pareil, on part d'un coin. Et ce que je vous expliquais, ces petits mouvements-là, vraiment accolés à l'os, ces petits mouvements comme ça,
conseillé. Au début, c'est vraiment cette gencive attachée, elle est difficile à enlever. Des fois, ça se déchire, on s'y prend mal, ça se déchire un peu, donc ça nous raccourcit notre lambeau. Donc il faut essayer d'être bien contre l'os. Généralement, quand on a réussi à passer un premier coin, là qu'on est bien engagé dedans, après ça va beaucoup plus vite parce qu'une fois que c'est bien engagé dedans, on peut vraiment bien passer l'instrument et tout décoller plus rapidement. Vous voyez là, ça commence à se décoller. Voilà. Et comme ça, on accède à l'os alvéolaire. Ensuite, instrumentation rotative, fraise-boule. On vient fraiser pour dégager un tiers à la moitié de la hauteur des racines. Donc, une grosse racine derrière, 2 racines devant. Là, c'est la zone de la furcation. Des fois, ça saigne un petit peu plus à cet endroit-là. Voilà, on voit, il y a un petit saignement, généralement toujours sur la furcation. En fait, comme c'est les différents ligaments parodontaux de chaque racine qui convergent au même endroit, c'est un peu plus vascularisé. Ensuite, une fraise fissure, on vient sectionner la dent. Donc généralement, moi, je la coupe dans le prolongement de la racine arrière. Donc plutôt comme ça que comme ça. Pour être bien dans le prolongement de la racine, vous allez comprendre après pourquoi. Parce que quand je vais venir comme je vais commencer par cette racine-là, pour que mon instrument puisse aller comme cela, le long de cette racine-là. Voilà, donc là, vous voyez, je tiens longtemps là pour vraiment essayer de faire basculer la dent dans son alvéole. Après, de l'autre côté, vous voyez, pour que mon instrument il puisse aller le long comme ça, dans ce sens-là, et pas dans ce sens-là. C'est pour ça que je coupe ma dent plutôt comme ça. Pareil, je la fais basculer dans l'alvéole. Très souvent, celle-là, si elle n'a pas trop de problèmes, comme c'est une grosse dent plutôt un peu ronde, elle est facile à enlever, comme vous l'avez vu là, elle sort facilement. Et puis les deux de devant sont plus fines, et donc faire plus attention. Donc on vient la couper en deux. Donc comme on a une racine là, on vient la couper en deux, comme vous voyez là. Et ensuite, pareil, on va venir avec l'instrument, avec le luxateur, pardon, tourner autour de cette première racine la plus externe, là, qu'on appelle la racine vestibulaire, mésio-vestibulaire. Donc vous voyez, quand je force, je mets enfin là, plus ou moins, mais quand je force, j'approche mon doigt encore une fois en garde-fou. Hein. Là, ce n'est pas le cas, parce que là, voilà, vous voyez, là, je vais forcer, j'approche mon doigt, parce que je sais, là, j'appuie, et je sais que là, si je dérape, œil, puis cerveau. Donc, évidemment, ce n'est pas le moment de déraper. Ah, il y a eu des drames, hein. Non, mais cette zone-là, clairement, la racine derrière, notamment, on peut, même sur un gros chien, mais en dérapant, on peut rapidement être dans l'œil. Hein, vraiment sans plaisanter. Donc, parce que les extractions dentaires, c'est ça. Forcément, il y a quand même un moment, il va falloir forcer. Mais il faut forcer tout en contrôlant. Vous voyez là le petit mouvement de rotation et je le garde très longtemps, là, le temps que ça bascule, le temps que les fibres se rompent. Pardon.
On tire dessus, on tourne. Voilà, c'est bon. Et après, là, on est en temps réel. Hein, il y a un tout petit peu de montage, mais il n'y a presque rien de coupé. Hein, on est en temps réel, donc je ne sais pas, ça ne s'affiche pas là, mais je ne sais pas combien de temps dure la vidéo, mais elle doit durer 10 minutes. Donc en fait, en 10 minutes, une carnassière, c'est enlevée et suturée. Donc voilà, celle-là, ça dépend des cas, mais elle est des fois effectivement un peu plus difficile à enlever. L'accès est moins facile. Si besoin, on peut fraiser. Donc du coup, là, on a enlevé une première dent. Donc on a pénétré l'alvéole de la racine, et puis on a du coup, forcément un petit mur d'alvéole osseux là, qu'on peut fraiser s'il le faut. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour arriver à cette dernière racine. Attention quand même, c'est que je vous ai montré le schéma tout à l'heure, on le reverra après. Il y a le foramen, le faisceau infraorbitaire là, qui est là. Et des fois, quand on fraise entre... En fait, ce faisceau infraorbitaire, au final, il y a deux racines comme ça. Il y a le faisceau infraorbitaire... Enfin, deux racines comme ça, pardon. Le faisceau infraorbitaire, il passe quand même un peu entre les deux racines. Donc, si on fraise entre les deux, on peut le toucher. Donc, pour cette troisième racine, il faut essayer, si possible, de ne pas trop fraiser autour. Là, j'enlève les spicules osseux. Et pareil, mon lambeau, donc, il est un peu just, il est un peu tendu pour aller se mettre... bien, donc on va venir comme tout à l'heure avec les ciseaux, vous voyez, disséquer dans l'épaisseur pour rompre le côté fibreux, le côté périosté et avoir plus d'élasticité et pouvoir bien le suturer. Je pense qu'on va le voir. Est-ce qu'on le voit là? Ouais. J'arrive à... Vraiment, je décroche les dernières attaches à l'os, en fait. Là, j'aurais pu suturer direct. Je montre là, en fait, je ravive les bords, le bord de mon lambeau, le premier millimètre, on va dire. Des fois, on le supprime, le premier millimètre. Ça, typiquement, c'est quand on est sur une dent au niveau parodontal qui est bien infectée, avec une gencive très friable, très enflammée, pardon. On peut enlever le petit bord, là, que j'enlève, du lambeau, pour enlever le tissu de mauvaise qualité. Là, dans son cas, à lui, c'était sur une fracture dentaire. La gencive n'était pas forcément de mauvaise qualité. Je l'ai surtout fait pour la vidéo, pour vous dire que ça peut se faire. Et après, comme tout à l'heure, je vous ai dit, on suture chaque coin. Donc là, on a deux coins, du coup, comme c'est un trapézoïdal, on a deux coins. On fait la suture du premier coin, la suture du deuxième coin. Et après, il nous reste deux ou trois points de suture entre chaque coin à suturer. Et puis, pareil, deux petits points de suture sur chaque incision verticale. Là, je vais passer pour... je pense que... Ouais. Quand tu dissèques ton lambeau, tu utilises une paire de ciseaux particulière? J'utilise des Metzenbaum, donc des tissus, des ciseaux pointe fine mais mousse. D'accord. Parce qu'il me semblait avoir vu moi une technique de dissection où on retournait le lambeau et on passait avec la lame de bistouri. On scarifiait en quelque sorte. Ouais. Bah, c'est une possibilité. On peut, en fait, alors ça va dépendre un peu aussi de la taille du chien. Sur un petit chien, ça va être des fois très fin. Sur un chat. Sur les chats, ouais, ça va être très fin aussi. Sur un gros chien comme ça, là, on a une bonne épaisseur de périoste où tu peux effectivement à la lame de... Il y a peut-être bien une photo où je le faisais là avant. À la lame de bistouri, on peut aller dans l'épaisseur du lambeau. On voit vraiment bien la différence entre le côté mou et le côté périosté fibreux. On peut vraiment inciser dessus et couper ce périoste. Sinon, j'aime bien le faire comme on le voit là, au ciseau. Je viens écarter, dilacérer pour rompre ces fibres qui sont plus accrochées. Et donc avec des ciseaux mousse, mais fins, enfin pas des
Pas des ciseaux de maillot, des ciseaux de Metzenbaum. Les sutures, des points simples, j'en ai parlé tout à l'heure, en X ou simple. Alors là, bon, évidemment, pour illustrer, j'ai mis extraction complète de chat, tout est suturé. Et bah oui, il n'a plus de dents, mais clairement, une fois que tout est bien suturé, c'est bien propre, quoi. Les complications des extractions, la fracture de la dent que vous voulez extraire. Bah oui, ça va être dû à différentes choses, ça va être dû à la dent en elle-même, si c'est une dent un peu résorbée, comme on a vu chez le chat, mais ça peut arriver chez le chien aussi, une fragilité. Ça va être dû à une mauvaise technique, en fait. Si vous utilisez mal vos luxateurs, vos daviers, si la dent n'est pas mobilisée, vous tirez dessus avec votre davier, vous tirez dessus, vous tirez trop fort, elle a une attache ligamentaire encore trop importante, bah, c'est la dent qui va casser. Du coup, quand il vous reste des fragments, bah, il faut aller les chercher. Donc pour aller les chercher, vous utilisez un luxateur plus petit, puis vous essayez de faire le tour du fragment si vous le voyez. Sinon, bah, il faut réélever un peu plus le lambeau et refraiser un petit peu plus l'os pour revoir à nouveau le fragment de racine. La radio va être d'une grande utilité en pré-op, en post-op, lors de présence de fragments. Là, s'assurer que tout a été enlevé. Là, clairement, la radio elle a dû être faite pour cette zone-là, parce que là, on voit bien les alvéoles bien vides. Là, on voit très bien ce que je vous appelais tout à l'heure la lamina dura. Des alvéoles bien vides, il n'y a pas de problème. Et puis là, je vois qu'il y a une alvéole beaucoup plus large, donc c'est que j'ai dû aller certainement fraiser pour aller récupérer un fragment. Et la radio me permettait de m'en assurer. Complication, la fistule oronasale. Donc pour les dents maxillaires, donc là vous avez une jolie coupe de chien, de chanfrein de chien, qui vous montre en fait la finesse de l'os maxillaire entre une dent, donc ça c'est une prémolaire, entre une prémolaire maxillaire et la cavité nasale. Vous n'avez vraiment que très peu d'os. Donc soit par la maladie elle-même, la maladie parodontale ou l'infection de cette dent, bah, on a une lisse de l'os et puis on a une pénétration dans le nez pathologique avant. Soit si on a une extraction un peu brutale, je vous expliquais des mouvements de bascule un peu trop par là, bah, en fait on vient généralement perforer un peu le nez et puis on extrait notre dent et puis il y a un petit fragment en fait qui vient avec la racine, un petit fragment d'os qui vient avec la racine et puis bah, en fait c'est la paroi là, qui vient avec. Donc éviter trop de mouvements médio-latéraux, donc trop de mouvements comme ça quoi, si vous voulez, qui va permettre. Et puis s'il y a une suspicion ou s'il y a une fistule oronasale, là il faut vraiment que votre fermeture du site soit étanche et donc qu'on ait vraiment un vrai beau lambeau qui soit fait et fermé de manière étanche pour que ça cicatrise, pour que la muqueuse cicatrise et qu'on n'ait pas une communication oronasale permanente qui se mette en place. Donc voilà, les dents maxillaires, proximité avec les cavités nasales. Ça concerne toutes les dents jusqu'au 4e prémolaire au niveau maxillaire. Les incisives, surtout la 3e incisive, donc celle-ci, qui a une grande racine, qui fait ça généralement et qui vient proche de la cavité nasale. Les prémolaires jusqu'au P1 à P4. Donc celle-là, c'est la P3 ou la P4, je ne sais pas trop, mais en tout cas, généralement, on a les racines sur les prémolaires qui restent proches des cavités nasales. Et bien sûr, les canines qui ont des énormes racines. Là, pour le coup, très proches des cavités nasales. On va l'illustrer après par d'autres images. Proximité de la fissure palatine. La fissure palatine, c'est ça. Vous voyez là, on voit le palais du chien. Hein, c'est le palais osseux du chien. On le voit par en dessous. Et vous avez la vascularisation, mais vous avez les fissures palatines. Donc là, il y a un trou dans l'os naturellement. Hein, c'est là que se situe l'organe voméronasal. Et en fait, des fois, dans certains cas, cette présence de la fissure palatine, je vais vous l'illustrer après sur des images de scanner, ne facilite pas, enfin augmente les communications oronasales. Donc ça, c'est une image scanner au niveau des crocs. Ça, c'est la racine du croc du bas, ça, c'est la racine du croc du haut, et ça, c'est la première prémolaire. Vous me suivez ? Comme la canine est courbe, forcément, en dessous de sa courbure, il y a la première prémolaire. Et vous voyez en fait que autour de cette racine là c'est un chien tout à fait sain. Hein. Vous avez très peu d'os hein, autour de la racine. On a l'impression même quasiment que l'os on le voit pas, que la racine est directement contre la cavité nasale. Ici,
on est sur la deuxième prémolaire, j'imagine. Pareil, vous voyez la pointe de la racine, il y a de l'os, hein, bien évidemment, c'est un chien sain, encore une fois, mais très très fin. La racine, on a presque l'impression qu'elle est dans le nez. Ça, c'est la quatrième prémolaire, comme elle a 3 racines, avec 2 devant, une derrière, c'est les 2 racines. On voit encore que cette racine-là, même si elle commence à s'en éloigner, elle commence à être, elle est encore proche du nez. Ça, c'est notre foramen infraorbitaire dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, quand on vient fraiser ici pour enlever cette deuxième dent, il faut faire attention, le foramen, il n'est pas si loin, surtout sur des chiens brachis. Et enfin, quand on passe plus en arrière, donc là, on est passé à la première molaire, plus en arrière. Là, il n'y aura plus de problème sur ces dents-là avec les cavités nasales. Donc, autrement dit, si vous avez une rhinite d'origine dentaire, ça peut pas être c'est de I3 à 4e prémolaire. Ça ne peut pas être une première molaire. Par contre, ça peut être responsable de pathologie orbitaire, parce que là, cette fois-ci, c'est proche de l'orbite. Là, c'est l'œil. Et donc, voilà notre canine avec nos fissures. Là, on est coupé ici, là. Tchouk. Notre canine avec notre fissure palatine, les cavités nasales saines. Donc bon, là, il n'y a pas de souci, il y a de l'os, il y a tout ça, c'est un chien de bonne taille. Mais si on regarde un chien malade avec de la maladie parodontale qui a détruit l'os, vous voyez, on a des fistules oronasales et en fait, on n'a plus d'os entre... Enfin, tout ça a disparu, ce qui fait que quand je vous parlais de la fissure palatine, en fait, on a un trou là, mais on a un trou là naturellement, donc ça nous fait un grand trou, quoi. Donc ça fait partie des zones anatomiques à considérer. Complications des extractions autres que les fistules oronasales, cette fois-ci à l'étage mandibulaire, alors là, c'est pas de bol, mais c'est la cata quand ça arrive, mais c'est la fracture de mâchoire. Surtout sur les premières molaires, sur les chiens de petite taille, généralement de moins de 5 kg. Vous voyez l'importance de la racine, ce que ça occupe. Forcément, vous imaginez bien que quand on l'enlève, il ne reste plus beaucoup d'os, quoi. Sur les canines mandibulaires, particulièrement chez le chat, pareil, ici, quand vous enlevez une canine bien accrochée, ici, attention, quand vous tirez fort sur la dent, attention de ne pas casser ici. Notre chien de tout à l'heure, je repasse vite. Autre complication, éventuelle hémorragie, si on touche dans le nez, si on touche le canal mandibulaire. Ça peut faire un petit peu peur parce que ça saigne, ça se met à saigner, normalement d'une manière générale. Il ne faut pas trop s'affoler, ça va se stopper tout seul. Mais bon, bien sûr, il ne faut pas provoquer tenter le diable, enfin, il ne faut pas provoquer des mauvaises situations. Donc, rappelez-vous de votre anatomie, attention au foramen quand vous en approchez, mentonnier, infraorbitaire, on va revoir ça juste après. Quand besoin, vous pouvez utiliser des compresses hémostatiques résorbables que vous tassez dans l'alvéole pour arrêter le saignement. La vascularisation, la voilà. Le foramen infraorbitaire, ici, au-dessus de la 3e prémolaire, on en a déjà parlé. Et puis notre canal mandibulaire, foramen mentonnier, celui-là, le caudal n'est généralement pas trop un problème, c'est le moyen. Puis après, il y en a un autre petit ici, rostral. Le moyen, ici, quand on vient fraiser l'os pour enlever la canine mandibulaire, il y a un moment, on peut s'en approcher, donc attention, il est juste en arrière, ici, à ce foramen mentonnier. Et la vascularisation au niveau du palais, généralement, ne pose pas trop de problèmes, si ce n'est des fois ici. Vous venez pour enlever soit cette incisive, soit cette canine, vous venez fraiser un peu l'os, et puis il y a un petit canal là, avec une petite artériole qui des fois peut être bien embêtante quand on le touche, parce que ça pulse bien. Généralement, en resuturant le lambeau dessus, ça vient un peu écraser ça, et c'est tout. En conclusion, les extractions dentaires, c'est connaître l'anatomie, utiliser la bonne instrumentation, avoir des techniques, connaître les techniques, utiliser les bonnes techniques. Les radios, ça va nous aider grandement. Et de la délicatesse et de la patience, c'est clair, il en faut. Il faut un peu de patience. Si on devient impatient, si on s'énerve, généralement, ça ne se termine pas bien. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé pour vos futures extractions dentaires. On est au timing, on est bon là. Question ? Oui ? Non ? L'intérêt après d'aller fraiser, une fois qu'on a fait l'extraction dentaire, d'aller vraiment fraiser l'os alvéolaire. D'accord. Ouais. Donc la question est quel est l'intérêt d'aller fraiser après les extractions dentaires ?
Les petits spicules osseux dont je vous parlais, y a deux choses. On va enlever ce qui va être piquant, en fait on va resuturer par-dessus. Et donc notre lambeau, il est quand même muqueux, un peu fragile, donc si on resuture sur quelque chose de piquant, ça risquerait de transpercer notre lambeau. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que forcément ces petites spicules, en fait c'est de l'os malmené. C'est de l'os qui a été écarté, malmené, qui s'est un petit peu décroché, qui est très fin, qui ne va plus être bien vascularisé. Et donc en fait, son avenir à cet os-là, c'est de nécroser. Et bon, il va nécroser, dans le meilleur des cas, il va nécroser, tout ça va cicatriser, tout ça. Et dans le pire des cas, il peut se passer ce qu'on appelle une alvéolite, donc une infection de l'alvéole, une inflammation, une infection de l'alvéole, parce que tu vas avoir un petit séquestre osseux qui va se mettre là, et qui va embêter le monde, parce que le temps qu'il soit éliminé, il va être source d'infection, peut-être qu'il va provoquer des déhiscences de suture, tout ça. Donc c'est enlever ce qui pique, et enlever ce qui, en fait, en soi, n'est pas vraiment viable par derrière. Donc là, le suite de la question, c'est est-ce qu'on a intérêt à enlever dès le début un peu plus d'os sain plutôt que d'avoir dans un second temps à enlever un peu plus d'os? Donc la réponse est oui. Avec l'expérience, tu sais, tu vas pour telle dent, je vais devoir enlever un petit peu plus dès le début. Mais il va y avoir forcément une partie un peu plus interne. On t'enlève toujours ce qu'on appelle la face vestibulaire, la face vers toi d'os. Tu as enlevé ta dent et au milieu, il te reste ce qu'on appelle la crête interalvéolaire entre les deux alvéoles. Le côté vers la langue ou le côté vers le palais, et tu as ces petites zones-là qui n'étaient pas accessibles avant, que tu vas forcément aller enlever. Donc oui, tu as raison, dès le début, il vaut mieux en enlever assez, pas trop, mais après, il y aura forcément un petit peu de retouche à faire. Des fois, il y a des cas où, une fois qu'on a enlevé la dent, il n'y a quasiment rien à fraiser derrière, hein, parce que c'est bien à plat. Voilà. Encore une, oui, question? En fait, ma question, c'était plus quand on fraise, que ce soit avant l'extraction complète ou une fois qu'on a extrait, est-ce que c'est grave si on enlève de l'os considéré comme sain, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux tout de suite se dire on enlève le max? Je sais pas si c'est très clair. Ouais. En fait, c'est est-ce que c'est grave si on enlève beaucoup d'os? Donc là, en fait, la question, c'est est-ce que c'est grave si, dès le début, on enlève beaucoup d'os pour enlever la dent, pour vraiment bien dégager les racines et voilà. Généralement, non, c'est pas trop grave. Parce qu'en fait, il faut bien se dire que souvent, on dit l'os alvéolaire existe pour la dent. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de dents, après cicatrisation, il n'y aura plus vraiment d'os alvéolaire. Preuve en est, les gens, les petites mamies édentées, généralement... elles ont plus d'os en fait. Sans leur dentier, elles ont plus d'os. Parce que l'os alvéolaire existe pour les dents. Donc de toute façon, c'est sûr que une fois qu'on aura enlevé la dent, l'os alvéolaire va avoir tendance à disparaître. Donc ça c'est vrai. Mais il faut bien considérer sur certains chiens, comme j'ai montré, les petits chiens, là, ça ici, si tu enlèves tout l'os autour de la racine, c'est quand même dangereux. À la fois parce que tu vas vraiment fragiliser la mandibule, ça c'est une première chose, et puis aussi, il y a le canal mandibulaire avec l'artère nerf et veine qui passe là. Donc forcément, un cas comme ça, tu vas pas... alors là, je vous montre ça, en fait, cette dent-là, il n'y a aucune raison de l'enlever, elle est saine, mais c'est pour illustrer. Mais on va plutôt enlever un tiers, une moitié, tu vois, on va plutôt fraiser jusque-là. Donc oui, pour essayer de répondre à la question, il ne faut pas avoir trop peur d'enlever de l'os, parce qu'en fait, ça ne va que t'aider d'avoir plus de visualisation des racines, être plus facile à enlever. Après, je peux te dire qu'une réponse un peu normande, je viens de Bretagne, de Nantes, mais une réponse un peu normande ça va être un peu entre deux, quoi. Il faut en enlever, mais pas trop quand même, parce qu'il lui faut quand même après de quoi cicatriser, de quoi avoir une tenue osseuse suffisante, quoi. Mais d'une manière générale, au début, on est toujours un peu trop timide, on n'en enlève pas assez, et puis on s'aperçoit qu'on y revient, qu'on en enlève, et puis effectivement, à la fin, on se dit, mais j'aurais dû dès le début enlever tout ça, ça m'aurait facilité la vie. Dans le cadre des examens complètes sur les chats et les gingivos stomatiques, où on répète la technique de lambeau de dent à dent. Donc la question là, c'est dans le cas des gingivostomatites chroniques chez le chat,
où on fait des extractions complètes ou quasi complètes? Est-ce qu'on répète dent par dent la technique d'extraction dentaire, de lambeaux, etc. Non, pas vraiment. En fait, on fait une rangée de dents, si je puis dire, en une fois. Je vais essayer de trouver... Voilà. Ça, c'est des dents de chat, justement, mandibulaires. On fait un lambeau en enveloppe sur toute la longueur. On décolle tout ça d'un coup. Et alors, on fait une incision devant ou pas. Généralement, on n'a pas besoin d'en faire. Et on vient dégager l'os, dégager l'os, dégager l'os et enlever les dents une par une. Et ensuite, on a une rangée de sutures à faire d'un coup. Ça répond à ta question? Donc on ne fait pas un petit lambeau pour cette dent-là. En plus, c'est petit chez le chat. Et un petit lambeau pour cette dent-là. Et on fait toute la longueur. Pareil pour les dents du haut. En revanche, si tu as enlevé la canine qui se situerait ici, là, généralement, tu ne fais pas toute la longueur d'un coup, tu fais un lambeau pour la canine. Parce que ça dégagerait beaucoup. En fait, tu as le frein labial, notamment, qui est là. Et c'est bon. Enfin, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Donc là, on fait une petite pause et on se retrouve dans 20 minutes, me dit-on, à la régie. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, merci.